retour dans cette émission pour la troisième partie de ce numéro 78. Nous allons changer de sujet et voir avec Pegasus. Et Ferdinand, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'autorité. Au Bénin, il y a l'autorité là-bas qui s'impose, mais au Togo, il n'y a pas d'autorité. Mais quand même, il y a une autorité qui prend contrôle de votre appareil de téléphone portable. Je veux parler de Pegasus. Non, mais c'est ce scandale-là retentissant de ce logiciel malveillant que certains États ont acquis pour faire beaucoup plus de la surveillance des opposants, des activistes, des journalistes que des terroristes. Parce qu'au départ, il s'est dit que bon, c'est pour la lutte contre le terrorisme qu'on l'achète. Et ce logiciel est devenu aujourd'hui un instrument de surveillance massive dans nos pays. Et comme toujours, le Togo est toujours dans les mauvais coups. Le Togo se retrouve sur cette liste-là, le seul pays d'ailleurs en Afrique de l'Ouest à avoir acquis ce matériel-là, pour écouter les citoyens avec des Israéliens. C'est en quelque sorte, si vous voulez, moi j'ai eu écho de ça il y a au moins 4 ans quand ils ont acquis ce matériel et puis bon, ils savaient que c'était un matériel de contre-espionnage. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que celui pour qui ce matériel est profitable, c'est quelqu'un qui n'est pas serein, qui n'est pas sûr de ce qu'il est en train de faire, qui voit le mal partout, qui vit dans un environnement de peur. Donc il veut s'assurer si son entourage, ses opposants, ce sont des gens, ils ne complotent pas contre lui et tout et tout. Et donc, ce matériel-là a été acquis et sert comme le contre-espionnage. Parce qu'en fait, on a les services de renseignement classiques, ils font remonter les rapports. Le chef n'est pas sûr que tout le monde est loyal, tout le monde est sérieux, tout le monde est clair. Le chef a un autre logiciel, c'est pas... comment vous appelez ça, une autre manière de regarder les gens et de regarder tout le monde. Et ça, il le fait avec les Israéliens. Il le fait avec les Israéliens exclusivement. Il faut savoir que dans le Pegasus, les Israéliens ne travaillent pas avec les Togolais. Ils travaillent et ils rendent compte directement à qui de droit. Et donc ça permet à qui de droit de savoir si ses propres renseignements sont des gens sûrs. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, vous avez une personne qui surveille tout le reste. Et qui prend le contrôle de nos téléphones, qui voit ce qui se passe, qui nous espionne. Et ça, c'est les dérives d'un État autoritaire. C'est les dérives d'un État qui ne proscrit rien, qui saute les digues des libertés, qui pousse le bouchon loin. Joël disait tantôt que le pays est comme un jouet dans les mains des gens, et les gens s'amusent. C'est comme vous remettez un jouet à un enfant, il s'amuse, et puis après il rigole. Il regarde les gens, et puis il dit, ah voilà, je le tiens. Ça a l'air d'être ça. Mais c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour notre pays. Et je n'ai pas été... Vous voyez, dans le reportage, dans l'article de Christophe Châtelot, l'envoyé spécial du journal Le Monde qui est venu ici, il conclut en disant que le chef de l'État togolais reconnaît. Il dit chaque pays de façon souveraine décide face à la menace des moyens dont il dispose pour faire face à la menace. Ça veut dire qu'il confirme. Mais depuis que ce scandale a éclaté, aucun pays l'a confirmé. Tous les autres pays sont en train de démentir. Ou certains ont opté pour le silence quand on les interroge. Les gens font le dos rond pour que l'emballement médiatique puisse passer, pour que un autre sujet vienne balayer l'affaire Pegasus. Mais le Togo dit oui. Oui, nous l'avons acheté. Parce que nous voulons faire face à des menaces. Maintenant, la menace, c'est des journalistes, c'est des hommes politiques, c'est des activistes, c'est des organisations de la société civile. Et comme ceux qui ont mené cette investigation depuis 2018, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'investigation a commencé, ça a commencé depuis, et qui ont aspiré toutes les données de la base de Pegasus, et qui ont aujourd'hui tous les numéros. Vous avez appris que le Togo a plus de 300 numéros. Ça va sortir. Parce que c'est un travail de fourmi qui est en train d'être fait. Ils ont les numéros,
Mais il faut maintenant travailler pour savoir qui est porteur de tel numéro. Donc quand les numéros, on va identifier les porteurs de numéros, qu'on va rendre la liste publique un matin, vous verrez peut-être même qu'on espionne plus les gens du régime que les gens qui sont contre le régime. Parce que le danger est beaucoup plus de ce côté que de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, c'est vraiment triste qu'au moment où des gens dépensent de l'argent pour construire les hôpitaux, les gens dépensent de l'argent pour construire des routes, les gens dépensent de l'argent pour construire les écoles, nous sommes dans la logique de la conservation du pouvoir, rien que ça, et que nous sommes prêts à brader toutes les richesses du pays, ne serait-ce que pour conserver le pouvoir. Vous avez quoi? Le Mali, vous avez le Niger, vous avez le Burkina Faso, qui sont des pays qui sont actuellement en proie au terrorisme. Vous avez le Nigeria, avec Boko Haram. Vous avez la Côte d'Ivoire qui a plus de moyens que le Togo. Aucun de ces pays ne s'est aventuré à acheter le Pegasus parce que ça coûte des millions de dollars. Mais le Togo a trouvé nécessaire de l'avoir, alors qu'il n'est pour le moment l'objet d'aucune menace terroriste. Même s'il y a des vérités, mais il n'y a pas de menace ouverte sur le plan du terrorisme. Je ne sais pas si vous comprenez. Si des gens devaient acheter ce matériel pour la lutte contre le terrorisme, c'est les pays du Sahel d'abord. Mais nous, on l'a acheté. Et vous avez vu dans l'enquête que chaque téléphone infecté coûte 25 000 $. Ça veut dire que chaque fois qu'on infecte un téléphone, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'on a acquis le matériel à des millions de dollars, mais la prestation des Israéliens ont aussi facturé. Le service après-vente. Service après-vente. C'est eux qui utilisent le matériel. Donc à chaque fois qu'ils infectent un téléphone, ça coûte 25 000 $. Peut-être que ça peut coûter moins au Togo, je n'en sais rien. Ça coûte 25 000 $. Donc, si on a infecté le téléphone de Ferdinand 4 fois, 5 fois, il faut faire 5 fois 25 000 $. Parce que si on a infecté mon téléphone une fois et que j'ai rebooté le téléphone, ou bien j'ai changé de téléphone, il faut réinfecter le téléphone de nouveau, ça fait une deuxième facture. Donc, il ne faut pas faire juste le calcul en disant 300 téléphones, 300 numéros, ça fait fois 25 000 $. On ne sait pas combien de fois ils ont infecté certains téléphones. Et donc, toute cette fortune-là, qu'on met dans ces histoires-là, alors que nous avons des hôpitaux où les ambulances ne travaillent pas, nous avons des maternités où il n'y a pas de lit pour les enfants, nous avons des femmes qui accouchent dans des conditions difficiles, nous avons des écoles qui continuent de s'effondrer sur les gens, surtout boire un peu partout, les enfants meurent, nous avons des routes qui n'existent pas, nous n'avons pas suffisamment de bourses pour les étudiants. Attendez, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est un scandale, mais bon, les gens diront, vous trouverez des gens dans ce pays pour dire, oui, pour la sécurité du pays, il n'y a pas de prix. Il faut qu'on écoute les gens. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi vous vous plaignez? Alors que ces gens-là, ils souffrent d'une inculture chronique. Ils souffrent d'une inculture chronique parce que le législateur... Je suis en train de sourire, mais ça me mérite. Parce que le législateur dans la Constitution a consacré ce qu'on appelle la protection de la vie privée, la protection de la communication. Et pour nous, les journalistes, nous avons un principe sacro, c'est la protection de nos sources, qui est un principe universel de tout journaliste. Le journaliste ne livre jamais ses sources. Donc, on saute toutes les digues là, on viole tout ça, et vous avez un kidam dans la rue qui dit oui. Ah oui, mais si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous vous plaignez quand vous avez écouté? Ça veut dire que le socle même constitutionnel du pays ne le connaît pas. Mais il veut s'inviter dans un débat. La question de la vie privée, il n'en sait rien, mais il veut s'inviter dans un débat. En Russie, Poutine a utilisé ces méthodes pour prendre des informations sur les téléphones de ses opposants et les pousser au suicide. Je ne sais pas si vous voyez. Lorsque vous avez des images obscènes dans votre téléphone, vous avez votre intimité, ou bien vous avez par exemple des maîtresses et tout ça, vous sortez dans les hôtels avec des femmes et que vous conservez ça sur votre téléphone. Les services secrets russes ont aspiré ça. Et Poutine a abondamment utilisé ça pour liquider tous ceux qui voulaient contester son pouvoir. Et les gens pensent que c'est normal. Vous voyez? Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'au Togo, les services de renseignement ne servent plus à défendre un État. Les services de renseignement sont au service d'un homme. D'un seul homme qui veut conserver le pouvoir. Mais ces services de renseignement sont nourris par l'argent du contribuable, c'est-à-dire de vous et moi et de l'impôt de tous les Togolais.
Bon, voilà comment ça se passe. Et je ne sais pas. On est qu'au début des révélations. On verra ce que la suite va donner, quoi. Oui, merci beaucoup, Fifi Ferdinand. Et Joël, prenons cette déclaration de Faure Gnassingbé qui dit qu'à un moment donné, un État peut trouver des moyens pour faire face aux menaces. Et qu'aujourd'hui, on voit que ce sont des journalistes qui sont espionnés. C'est grave, hein? C'est très dangereux parce que les journalistes sont devenus aujourd'hui des menaces, des terroristes sur place. Non, mais mon frère, qu'est-ce qu'un journaliste a à cacher? Qu'est-ce qu'un journaliste? Vous n'avez jamais vu un journaliste, de par l'histoire du monde, un journaliste être partisan d'un complot contre l'État? Alors, je vous dis, c'est l'expression de la paranoïa. C'est ça. Ah, voilà. C'est l'expression de la paranoïa, mais ce n'est pas que de la paranoïa, mais c'est du cynisme, c'est-à-dire que c'est... C'est pourquoi j'aime toujours qualifier Pegasus de jouer. C'est ça, jouer. Quand tu es petit, c'est-à-dire ceux qui sont souvent cyniques à l'enfance, ils aiment toujours tenir quelque chose pour te faire chanter. Et il a toujours quelque chose, ceux qui n'aiment pas perdre, ceux qui sont introvertis, etc. Ils aiment toujours gagner quelque chose, garder quelque chose pour toi, pour te garder. Et on dit, l'enfant c'est le père de l'homme. L'enfant c'est le père de l'homme. Ce que tu traînes dans ton enfance, tu l'amènes dans ton âge adulte, tu n'as pas plus eu le temps de te déposséder, de te débarrasser de ça. Et tantôt Ferdinand parlait du cas des collaborateurs du chef de l'État même, c'est-à-dire parlait de ceux qui font des renseignements et rendent compte au patron et qui sont eux-mêmes contrôlés. Comment ils sont contrôlés? C'est pas forcément sur la fidélité. Mais le patron sait que bon, il a un goût démesuré. À un moment donné, il peut, c'est-à-dire tu peux dégoûter sa personne. Alors il tient, comme Poutine le fait, il tient peut-être des scènes obscènes sur toi. Et il sait qui te contrôle. Quand tu veux déconner, on t'envoie un petit SMS pour dire bon, c'est ce que je te tiens. Attention. Donc ça te met au carreau. Ça te met au carreau. Parce que dans ce pays qu'on a fait des descentes, Pegasus était là, pourtant on a trouvé nécessaire de faire des descentes inopinées dans des localités pour aller dans les chambres des gens et pour chercher des armes cachées, etc. Il y a eu le problème de Tigre, quoi là. Tigre Révolution, où les gens ont juste pris l'argent chez quelqu'un, dit non, qu'il est mêlé, etc. Il y a eu tout. Pegasus est là, mais on faisait tout ça. Ça veut dire que, en fait, l'utilité de Pegasus, c'est à des fins cyniques. C'est à des fins cyniques pour se moquer de tout le monde. Tu veux brancher un peu, on te brandit quelque chose, je te tiens. J'ai des secrets sur toi. Jusque même, entre toi et ta femme, etc., et tes maîtresses, je te tiens. Et la raison pour laquelle moi je veux qualifier de jouer, mais moi je suis étonné que jusque-là, il n'y a pas de réaction officielle de la part des groupes de pression. Il n'y a pas d'indignation, il n'y a pas de tollé. Mais qui va assigner l'État? Parce que c'est une violation de la vie privée, c'est une violation de la Constitution, c'est une violation du code de la presse. Qui va assigner l'État? Et donc celui qui répond au nom de l'État n'a qu'à venir répondre. Pour dire pourquoi est-ce qu'on se permet de payer un logiciel pour entrer dans la vie privée des gens pendant que des nations plus exposées, comme on l'a dit tantôt, le Niger, là, même le Bénin à côté a connu des briques de terrorisme, des attaques terroristes. Enfin, ils sont passés par le territoire pour faire des prises d'otages, etc. Mais le Bénin ne sait pas payer ça. Même les pays qui sont exposés, le Niger, là, ils ont quand même un financement pour lutter contre le terrorisme. Ils n'ont pas puisé dedans. Et nous, on prend 16 milliards de l'argent du contribuable pour payer. Et ça, c'est juste l'acquisition. Maintenant, le service après-vente, 300 numéros pour 25 000 dollars. Tu veux faire le calcul tout à l'heure. 300 numéros pour 25 000 dollars. Ça fait si quelqu'un peut nous calculer, nous donner rapidement le chiffre. Et puis on ne sait jamais. Ça dit que on dit parfois le logiciel coûte 25-30 millions de dollars, mais il faut savoir aussi que dans certains pays, il y a des surfacturations. Ceux qui sont allés commander ça là, c'est qui? C'est qui? Oui, c'est ça. Oh, c'est clair. Bon, ça, c'est ça, les démarcheurs. les démarcheurs et autres. Donc, on comprend pourquoi on ne rend jamais compte sur l'argent du phosphate.
On a commis vous avez titré il y a quelques jours qu'il y a eu un boom. Il y a un boom. Vous avez titré où est l'argent en 2020, où est passé l'argent? Voilà. Donc voilà une entre autres pistes de l'argent. Ouais, des phosphates. Entre autres, parce que tout juste, quand tu fais 25 000 fois 300, ça fait 7 500 000. 7 500 000 dollars. Hein? Nous sommes autour de 4 milliards. Nous sommes autour de 4 milliards. Donc, une année. ça, on le paie. Et certainement que c'est plusieurs années. Les 300 numéros, c'est en 2018. Ouais. Ça 2019, 2020, 2021, etc. On le sait. Peut-être qu'ils sont à 400 numéros. Quel a été le volume de numéros. Et donc, c'est de l'argent qui est là qu'on dépense comme ça allègrement, juste pour se faire plaisir. Mais moi, je dis, à quelque part aussi, il faut dire que Pegasus, même l'éclatement de l'affaire, c'est une bonne chose. Parce que les gens savent que Front National n'a pas confiance en eux. C'est clair. Quelle que soit la fidélité, tout le va-tout que eux ils déploient matin, midi, soir à son service, ils ne tiennent pas, ils tiennent des secrets sur eux, ils n'ont pas, ça veut dire que cette fidélité est à sens unique. C'est eux qui nous sont fidèles, lui, il ne tombe pas sur, il est prêt à les lâcher au premier bobo. C'est aussi ça l'utilité de Pegasus. Merci beaucoup, Joël. Et Ferdinand, bon, le débat, il est là. Hein. Les gens se disent, mais toi, en tant que journaliste, tu es espionné, mais pourquoi tu te présentes serein alors que c'est vraiment très dangereux, une menace, toi avec tes confrères Lucas Baki et Carlos Quito. Oui, mais c'est dangereux, mais on ne va pas vivre dans la panique. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de rechercher. Vous savez, depuis que cette affaire Pegasus a éclaté et qu'il y a toute cette médiatisation autour, c'est normal parce que c'est des journalistes qui sont touchés. C'est vrai qu'il y a des politiques et tout ça. Et donc, il n'y a pas mieux pour se servir que des journalistes eux-mêmes. Parce qu'une fois qu'on a espionné les journalistes, il faut savoir que les journalistes vont faire le plus grand boucan autour de cette histoire-là. Mais il faut savoir qu'il y a le revers de la médaille. Le revers, c'est quoi? C'est que depuis quelques jours, vous connaissez très bien des gens, vous bavardez avec eux tout le temps. Vous les appelez maintenant, ils ne prennent pas le téléphone. C'est clair. Vous les appelez, ils ne décrochent plus. Vous leur envoyez des WhatsApp, ils ne réagissent plus. Donc vous êtes ostracisés, si je peux parler ici. Tout le monde a peur de vous. Et pour les journalistes que nous sommes, c'est pas bon du tout. C'est une violation de la liberté de la presse. C'est pour ça que c'est extrêmement grave ce qu'ils ont fait. Parce que tout le monde dit, mais vous êtes sur l'écoute. Bon, les gens le savaient, les gens pouvaient imaginer quand même que par rapport au travail que vous faites, vous pouvez quand même être surveillé, mais là maintenant, tout le monde a peur de vous, vous êtes devenu une peste. Et ça rend votre travail de plus en plus difficile. Donc ça, c'est les dégâts de cette histoire. Les gens ne le perçoivent pas, mais nous, on le vit directement. Vous appelez des gens, les gens ne décrochent plus. Tout le monde a peur de votre téléphone. Même tes parents. Les gens regardent le téléphone et disent, ah lui là, il est pégasusé, il n'a pas de problème. On est en train de le suivre, on n'a pas de problème. Mais on ne va pas paniquer. Parce que l'effet qu'ils sont en train de chercher, c'est ça. C'est de nous pousser à la panique, c'est de nous pousser à la peur, c'est qu'on évite même, c'est qu'on jette même nos téléphones, et qu'on soit même incapable de travailler. Je ne sais pas si vous voyez, qu'on aime vivre dans une peur permanente. Ferdinand, excuse-moi. Oui. Qu'est-ce que toi et moi, on peut avoir de cachet et qu'on ne dit pas? Non, on dit tout. Ça veut dire, nous, en fait, nos positions. On dit tout. Notre production propose, on le dit sur les plateaux, ouais. Comme entre amis, ouais. Ouais. Parce que ça dit un homme, il faut quand même avoir une identité. Ça dit quand on parle de toi quelque part, quand on parle de Ferdinand, on dira non, il est exigeant, c'est un homme assez propre, etc. Et donc dans les relations, depuis sur les bancs, il s'est construit. Ça, il s'est construit un profil comme tel. Et de la même façon, on dira, mais si c'est pour terrorisme, là, on ne le fera jamais dedans. Mais Joël, tu l'as dit tout à l'heure, on connaît déjà vos convictions, hein, ce n'est pas ce qu'on cherche. Mais la petite bête. La petite bête, ok. C'est ce qu'on nous a permis. Voilà, c'est vrai. C'est aussi ça, c'est vrai. Ouais. Ce qui peut nous apprendre. Parce qu'on espionne un archevêque. Ouais. On espionne un archevêque. C'est global, voir, bon, à part ça, Sultan, qu'est-ce qu'il est derrière? C'est tout. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Donc en fait, on ne va pas céder à la peur.
on va continuer par travailler, mais tout en restant vigilant, parce que quand vous lisez bien le rapport, on sait qu'il y a eu un lien entre l'espionnage de Pegasus et l'assassinat du journaliste saoudien qui a été tué dans l'ambassade turque, et même au Mexique. Donc, le drame dans ce genre de choses que certains ne perçoivent pas, parce que des gens sont en train de minimiser. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être que demain, à travers des révélations, on apprendra que si telle personne a disparu, c'est peut-être parce qu'on l'a suivi quelque part. Ou si telle personne, on lui a changé de poste ou bien a perdu son poste, c'est parce que peut-être on l'a écouté. À peu près de raison que le journaliste saoudien, il n'était pas, on ne lui a pas reproché un complot. Tout à fait. Juste une rupture de vision sur l'opinion du régime. Et donc, quand j'entends des gens dire non, il n'y a rien de grave à cela, c'est extrêmement grave. Et ils veulent quoi? Que bon, on nous tire dessus dans la rue, qu'on dise qu'on est mort d'abord avant de comprendre que peut-être dans le traitement d'un dossier ou d'une information ou d'une source, et on a suivi quelqu'un qui a pris contact avec nous. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas tout ce que nous avons comme information qu'on livre dans nos journaux. Il y a des choses extrêmement sensibles que nous ne disons pas. Parce que nous savons très bien, nous sommes fixés une ligne rouge. Il y a des choses, si vous le dites, vous savez qu'ils vont vous assassiner. Ça, c'est clair et net. Donc, on garde pour nous. Même, je dirais même que c'est 60% de ce que nous savons qu'on garde. On livre les 40%. Oui, c'est ça, on peut savoir maintenant. Oui, on livre les 40% de l'opinion. Oui. Il y a des choses qu'on sait dans ce pays qu'on ne dit pas. Parce que nous savons que c'est très dangereux. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, non seulement dans l'exercice de notre fonction, mais dans notre vie de tous les jours, c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se faire. Pour autant, comme je l'ai dit tantôt, on ne va pas arrêter de travailler pour ça. On ne va pas cesser de travailler pour ça. On va peut-être même chaque matin, en utilisant nos téléphones, dire bonjour à Pegasus. On dit, bon, est-ce que vous êtes en ligne? J'espère que vous allez bien. Nous aussi, nous allons reprendre le téléphone. Comme nous sommes devenus des communistes, on partage le téléphone ensemble avec vous. Et voilà. Bon, voilà quoi. Bonjour à vous, je crois que c'est une il faut que tous les Togolais chaque matin bonjour Pegasus. Bonjour Pegasus au téléphone. Bon, je vais parler, écoutez, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas en ligne, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, maintenant ce que je voulais ajouter dans cette affaire Pegasus, pour être encore plus sérieux, Pegasus ne va pas sauver Fagne Gnassingbé. C'est une illusion. L'éditorial que nous avons eu à faire aujourd'hui pour demain le 27 juillet, nous avons écrit Pegasus ne sauvera pas fort. Parce que vous ne pouvez pas contrôler un pays. Effectivement. Le seul moyen pour vous d'être en paix dans un pays, c'est d'être en paix avec les populations. C'est de travailler. C'est d'arrêter de violer les droits de l'homme, c'est d'arrêter il faut arrêter, je ne sais pas, d'emprisonner des gens, de faire tout ce qui peut frustrer la population, de faire une répartition des richesses, de travailler pour le bien des populations. Mais si vous ne travaillez pas et que vous allez chercher les instruments de surveillance les plus sophistiqués au monde, même s'il y a plus que Pegasus, ils peuvent acheter, mais ça ne va pas les protéger. Pegasus ne sauvera pas fort, c'est une illusion. En plus d'être un gaspillage. Le président roumain. Oui, Ceausescu. Il avait des instruments plus puissants à l'époque, en 89. En plus d'un gaspillage d'argent, Pegasus ne le sauvera pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pegasus ne le sauvera pas tant que son option sera de rester au pouvoir vitam aeternam. Il aura le peuple contre lui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, le Togo n'est pas encore au niveau, par exemple, de l'Égypte de Moubarak, où on surveillait vraiment tout le monde, il y avait des instruments de surveillance. Mais Moubarak est tombé. Le Togo n'est pas encore au niveau de Soudan, de Béchir. Oui, ils avaient tous les moyens de surveiller ce pays-là. On suivait les gens maison par maison. Mais il est tombé. Le Togo est encore au niveau de la Libye. De la Libye. Donc c'est une illusion de croire que en s'entourant de tous les matériels de surveillance des étrangers qui lui font des rapports sur tout le monde, on est en sécurité. D'abord, l'information, ou bien ce qu'on envoie, l'information qu'on envoie en achetant ce matériel-là, c'est qu'on n'est pas serein, on n'est pas en sécurité, on a peur, on vit dans la peur de tout le monde. C'est pour ça qu'on achète ça pour contrôler les gens. Maintenant, en plus, il faut savoir que ça ne va pas vous sauver. Ça ne va pas vous sauver parce que tant que la colère monte dans la population, un matin, Pegasus peut travailler.
Mais ce qui doit arriver va arriver. Pegasus nous dira. Je n'ai pas vu ça C'est passer. impossible. Je n'ai pas vu passer. Oui, que votre correspondant est national. Pegasus va bugger. Compétence dépassée. Compétence. Je voulais faire cette précision. Oui. Même déjà, on qualifie Pegasus d'un logiciel très sophistiqué. Mais si des gens ont déjà réussi à prendre toute la base de données de Pegasus, ça veut dire que Pegasus a des failles. Justement. S'il y a une fuite de données de la base de Pegasus, je ne veux pas savoir comment ceux qui ont mené l'enquête ont eu toutes ces données, même si je le sais. Ça veut dire que Pegasus a une faille. Comme on dit, derrière un village, il y a un village. C'est des gens qui ont pris les données. Ce pas des gens qui travaillent dans Pegasus, c'est des gens qui ont pris les données de Pegasus. Ils ont pris tout le logiciel. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, derrière chaque instrument de technologie, il y a une faille, il y a des limites. Et puis Pegasus ne permet pas de surveiller tous les Togolais. Vous avez dit 300 personnes. 300 personnes sur 8 millions d'habitants. C'est quoi le ratio? C'est quoi le ratio? C'est vrai qu'on a ciblé certaines personnes potentiellement, on juge potentiellement dangereux. C'est pour ça qu'on les a mis sur Pegasus. Mais Pegasus ne surveille pas 1 million de Togolais, 2 millions de Togolais, 3 millions de Togolais. Donc c'est une illusion que d'aller acheter ce jouet-là, qu'on manipule. On se trouve de plaisir à manipuler ça en disant bon, je te suis, je te surveille, je te regarde. Aujourd'hui, tu es allé ici, tu étais ici. Le compte dira, c'est que même les ambassadeurs sont écoutés. Ah non, on verra bien dans la liste. Attends pour ça. Les ambassadeurs, on verra bien dans la liste. Les ambassadeurs sont écoutés. Vous avez vu le Maroc? Vous avez vu l'erreur que le Maroc a eu à commettre en écoutant les chefs d'État. Hier, Macron a appelé le Premier ministre israélien. Et lui, sa défense qu'il a trouvée, c'est que lui n'était pas là. Que c'était avec Netanyahou. Et que lui vient d'arriver. Mais que maintenant, on va mettre une commission parlementaire en place pour voir tout ça. Les Américains commencent pas à s'en mêler. Parce que c'est... Et au Togo, quelqu'un justifie ça fièrement. En disant que non, que bon, on est en train de surveiller les gens. Il suffit ça fièrement. Donc, moi je pense qu'il y a certains régimes, quand ils arrivent à un certain niveau, ils se croient tout permis. Et c'est ça parfois qui entraîne leur chute. Oui, mais c'est toujours comme donc, ça. L'affaire Pegasus n'est que le début de quelque chose. L'apogée n'est que le début de la chute. C'est ça. Merci, mais messieurs, nous allons changer de sujet maintenant. Et c'est pas Pegasus que l'alternative a utilisé, mais c'est des investigations propres. Et le journal a découvert que la voiture de 57 millions offerte à la ministre de Mines et de l'Énergie provient de la CET ou bien de la CEB, Ferdinand? On ne sait plus. Oui, c'est le dossier. Non, c'est pas Pegasus. Ce n'est pas un dossier tellement sophistiqué pour avoir recours à Pegasus. Hein. Tu sais que, vous savez que, bon, ça c'est pour... Pegasus a vu, mais ça ne l'intéressait pas. Ça c'est pour ceux qui nous suivent. Vous savez que dans la formation, les formations que nous recevons en journalisme, vous savez que ce n'est pas qu'on peut former, on forme parfois les journalistes à hacker des trucs. C'est-à-dire que nous qui sommes ici, si nous voulons par exemple, nous avons un service dans notre ligne de mire, si nous n'avons pas les compétences pour hacker les bases de données de ce service-là et aspirer ce que nous voulons, nous pouvons payer des hackers sur le plan international. Eux, ils sont spécialement là, ils travaillent aussi avec les journalistes. Quand on a les grands sommets des journalistes d'investigation, il y a tous ces gens-là qui viennent, des hackers, tout ça là, qui sont des gens connus, ce n'est pas les anonymous, c'est des gens, tout ça, et donc ils sont capables de venir aspirer, vous aspirez des données, mettre ça à votre disposition. Non, ça c'est un secret professionnel que je suis en train de vendre. Mais bon, c'est pour informer ceux qui nous suivent, pour dire que dans ce domaine-là, il y a plusieurs choses qu'on fait. Maintenant, la CEB, malheureusement, ce qui se passe à la CEB est vraiment dommage. Vous savez, la CEB a été créée le 27 juillet 1968. Disons, quelques années après les indépendances. Et c'est la première initiative régionale très saluée, qui a vraiment réussi et qui a inspiré même des pays de la CEDEAO. Cette coopération entre le Togo et le Bénin en termes d'énergie et de mutualisation des moyens pour couvrir les deux pays. Et c'est une société gérée par les deux pays. Le siège est au Togo,
le DG est béninois, les Togolais sont adjoints, et puis les ministres sont au Haut Conseil, comme eux-mêmes l'appellent. Et donc, disons que ça fait déjà 67 ans, ça fait 52 ans, 53 ans que cette société existe et qu'elle a bien fonctionné malgré une gestion plus ou moins approximative. Alors, depuis quelques années, je dirais 2 ans, bien bientôt 1 an et demi, il y a une volonté manifeste des Togolais de dissoudre la société. Ils ne veulent plus continuer avec les Béninois, ils veulent que la société soit totalement liquidée et que chaque pays reprenne le contrôle de ses installations. Derrière ça, il y a plusieurs idées. La première idée, c'est que ceux qui sont dans l'ombre, ils tirent les ficelles, ils veulent prendre la fibre optique de la CEB pour faire leur propre business. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ils veulent reprendre les installations de la CEB. Et ce sont les installations qui permettent de livrer à la CET le gaz naturel, l'électricité et le transport du courant. Et donc, à ce jour, la CEB, la CET et la SBE, c'est la Société béninoise de l'eau et de l'électricité, doivent à la CEB plus de 56 milliards. 25 milliards côté béninois. Au Togo, ça fait 31 milliards 190 millions poussières. Ça, c'est les chiffres du mois de juin. Et donc si on remet les 56 milliards à la CEB n'a aucun souci. Mais les ministres disent que la CEB est en état de faillite et ils veulent que la société soit dissoute. Parce que du côté togolais, des gens ont envie de sortir les 31 milliards, mais de ne pas les reverser à la CEB et de les diriger ailleurs. C'est déjà comptabilisé. Voilà, et de les diriger ailleurs. Voilà, de les diriger ailleurs. Donc, ces sociétés-là emploient plus de 517 personnes, 202 côté béninois, 210 ou quelque chose côté togolais. Alors, ces gens sont dans la peur totale parce que la dissolution qui arrive, rien ne leur garantit les places qu'ils vont avoir demain. Puis on est en train de dissoudre la société, on risque de se retrouver avec les histoires de Air Afrique, des gens qu'on a déflatés à la CNPT, Hôtel Sarakawa, Hôtel Tropicana, Dacia, qui sont morts ou qui continuent de mourir à petits coups. Donc, il y a une certaine panique dans la boîte et il y a un drame social qui se profile à l'horizon. Donc, on en était là. Quand, en mars dernier, il y a un sommet qui a été organisé, une conférence à Cotonou, entre les deux pays, qui ont acté maintenant la dissolution. 3 mois après, ou quelques mois après, c'est-à-dire récemment, les deux ministres ont encore relancé les chefs d'État en disant, bon, nous vous avons transmis des conclusions, nous attendons votre accord pour lancer le processus de dissolution. Alors, si vous estimez qu'une société est en faillite et qu'il n'y a plus rien dans la société, vous ne demandez pas à une société en faillite de vous acheter des voitures. C'est le côté indécent de ce qui s'est passé dans l'affaire. C'est-à-dire que la société est en faillite, vous voulez la dissoudre parce que les difficultés que vous avez évoquées pour dissoudre la société, c'est les difficultés techniques et financières. Si vous n'êtes pas cynique, comment vous pouvez demander à une société qui est déjà à terre d'aller chercher de l'argent pour vous offrir une voiture de 57 millions? Et donc, c'est ce que nous sommes en train de dénoncer dans ce dossier-là. Et donc, cette jeune ministre qui est arrivée, on l'a présentée comme la plus jeune ministre du gouvernement, et qu'elle est diplômée de quoi en France. Ouais, qu'elle est sortie, elle a commencé ses armes dans une société française, et que bon, on l'a appelée au gouvernement, elle est compétente, machin, c'est la jeune fille, la Benjamin du gouvernement. Bon, on a cru que bon, comme elle vient de la France, et qu'elle est très jeune, elle vient d'arriver, elle a de l'énergie, puisqu'elle est aussi au ministère de l'énergie, elle va peut-être imprimer une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire dans son secteur pour qu'on puisse avoir des résultats. Mais on a dû constater depuis quelques jours qu'elle est jeune, mais elle a en lui un esprit ancien. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire qu'elle a vite rejoint le club, c'est-à-dire qu'elle était prédisposée à rejoindre le club de ceux qui accumulent, ceux qui veulent accumuler rapidement. Oui, mais tout dépend de ses parents. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire que les parents ont plus de... Donc, elle a pris le ministère des Mines et de l'Énergie, elle a sa voiture de fonction. Même au mois de juin passé, ça veut dire il y a quelques semaines, on a changé de voiture à tous les ministres.
Vous aurez constaté que tous les ministres ont maintenant de nouvelles voitures CIFAO et tout, parce qu'il y a un contrat de leasing entre le Togo et la CIFAO. Quand les voitures atteignent un certain âge, on les prend tous, la CIFAO les prend et remet de nouvelles voitures. Et en plus de cette voiture-là, elle a tenu à obtenir une voiture de la CEB. Et la CEB, le directeur de la CEB est allé négocier une partie de leur dette auprès de la CET, puisque les caisses sont vides. Il n'a pas d'argent pour acheter la voiture. Donc la CET a envoyé 100 millions. Et dans les 100 millions, il a débloqué 58 millions pour acheter à son ministre de tutelle cette Land Cruiser-là, qu'on a immatriculée TG 7540 BG, et avec tout le bordereau de transmission que nous avons publié, et en son nom, pas au nom du ministère, en son nom, pas au nom du ministère, en son nom, et elle a réceptionné cette voiture-là. 57 millions, ce n'est pas 57 000, ce n'est pas 57, je ne sais pas. Oui, quelqu'un a fait un calcul pour dire que ça fait 100 forages. 1000 fois, 100 forages. Non, j'ai lu 100, je ne sais pas si c'est 1000, mais j'ai lu 100. Quelqu'un a calculé le SMIC par rapport à ça, c'était stratosphérique. Et ce n'est pas bon quand on dit qu'on veut gouverner autrement. J'ai eu un appel de chargé de communication de la CEB qui tentait de me dire qui ne tentait pas, mais qui m'a dit que non, que l'achat de la voiture à la ministre fait partie du protocole de la CEB. Elle n'est pas la première. Tous les ministres qui sont passés là-bas, on leur a offert des voitures. Et je lui pose la question, est-ce que c'est les tests de la CEB qui le disent? C'est-à-dire, est-ce que c'est écrit dans les tests de la CEB, blanc sur noir, que lorsque un ministre prend fonction et que la CEB est sous sa tutelle, la CEB doit lui offrir cette voiture-là? Il dit oui, j'ai dit il faut qu'il m'envoie les tests. Toute la journée, je n'ai pas encore vu les tests. Mais je lui ai posé la question de savoir, est-ce qu'il ne trouve pas que c'est indécent qu'une société qui est en faillite achète une voiture à une ministre à 57 millions? Il a dit bon, ça, il ne peut pas répondre. J'ai dit bon, là on se comprend. Il te l'a préparé. Voilà. Donc, il te l'a préparé. Merci beaucoup, Ferdinand. Et voilà, la question est là. 57 millions pour une société qui est déjà en faillite. Et ça, on le fait dans un gouvernement. Non, mais la question qui est là, c'est il faut se demander, est-ce que vraiment la société est dissoute? Non, elle n'est pas encore dissoute. Elle est en voie de dissolution. Ok, donc c'est les... On dit qu'elle est en faillite. Ce qui reste là. Il faut racler. On veut racler ce qui reste. Et comme on passe à l'aspirateur pour offrir des véhicules acquis de droit, etc. Mais cela dénote de... Quand Mila signe cette note, c'est une fille quand même qui a grandi un peu ici, connaît la réalité, qui même quelles que soient les années passées en Europe, quand tu prends une voiture de 57 millions pour un véhicule, tu vas te dire, est-ce que ça vaut la peine? 87 000 euros. 87 000 euros. Dans un pays pauvre. Bon, à moins que il y a un parent qui dit, bon, même si tu ne vas pas utiliser, achète, nous on va utiliser. Parce qu'il y a des ordres comme ça. C'est le ministère de l'énergie, c'est un autre ministère. C'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse. Il y a des gens qui ont leur entreprise au sein du ministère. Ils ont des droits préacquis sur des marchés, de la sûreté, etc. Le nouveau directeur, il est venu, il a compris qu'il faut procéder avec des temps. Quelle que soit toute sa volonté, il faut qu'il fasse bas la terre, parce que les gens obtiennent des marchés gré à gré de 10 milliards à la sûreté. Alors, tu bandes bien tes tripes, ou bien tu exploses et tu passes. Alors, si une jeune ministre qui a 9 ans, 57 millions, moi je me suis dit, peut-être c'est l'esprit débile de la jeunesse qui, il s'offre tout ce qu'il a de façon démesurée, mais 57 millions, tu as grandi au Togo, tu connais la populisation qui est là, il fallait quand même avoir un peu de retenue. Et tu souhaitais également qu'on déclare en faillite, qu'on est en train de liquider. Et dans le personnel ne sait pas à quel sort, ouais. À quel sort ils seront voués.
Alors, on achète un tel véhicule. Tout le temps, mais cette facture, il faut dire non, mais attends, ça c'est pas à moi de signer parce que quand tu es jeune, tu as une carrière à construire. Tu as une carrière à construire, ça veut dire que elle sert, comme on le dit dans le domaine des projets, elle sert de pilote. Pour qu'on voit si on peut faire confiance à d'autres jeunes, de son âge, de sa compétence, hein, pour petit à petit se débarrasser des vieux. Et peut-être, je dis même, c'est la leçon qu'on a attendue. Tu as mordu à la leçon, donc tu ternis la chance de tous les jeunes. C'est un peu comme la CENI de 2015 où le patron voulait faire, enfin, le chef d'État voulait faire confiance à des jeunes. Et les barons sont restés aux aguets pour les suivre. La moindre fois, ils sont rentrés dedans. Et on les a tous rasés. Et les barons sont revenus aux affaires. C'est ce qui fait aujourd'hui la présence de ST Bokessi aux affaires. C'est pas l'inconscience des jeunes, la négligence qui fait que les barons, ils les ont matchés. Ils sont pressés. Ils sont pressés. Ils cassent même les caisses. Oui, c'est ce que je dis. Ils sont arrivés pressés, ils sont sans mesure. Bon, on dit avec 4 millions, il n'y a pas de problème. Je signe. Il faut que les gens se retiennent. Quand on leur donne une chance. Et maintenant, parlant de la CEB même, la dissolution de la CEB n'est pas si étonnante. Quand tu vois la gestion qui était faite de cette entreprise et le comportement des deux États qui est financé parce que les gens venaient puiser sur le refus de payer la CEB est un comportement légendaire. Puisque le Ghana, hier, quand Nkrumah était venu, il y avait le surplus. D'Akosombo, il dit bon, le surplus, je ne veux pas déverser, je le mets à votre disposition. Donc les gens prenaient gracieusement, ils payaient pas ça. On comptabilisait dans le compte de la CET et de SBE, mais on ne payait pas. Et les gens détournaient ça. À un moment donné, le Ghana a commencé par s'industrialiser. Le Ghana dit non, ce que je vous donnais hier là. Maintenant, j'en ai besoin. Je ne peux plus vous livrer. On s'est retourné vers le Nigeria. Le Nigeria, eux, tu sais. C'est mon demande. Vous payez, on vous livre, vous ne payez pas. On ne même pas. Les jours pour laquelle. C'est mon country. Rapidement, on a mis. Et donc, ils sont allés gérer la CEB avec le même comportement. Ouais. On refuse de payer. Quand tu vois le salaire des agents de la CEB, ils sont payés presque comme les fonctionnaires de la CEDEAO. Le statut est spécial. Le statut est spécial. Ils sont payés presque comme les fonctionnaires de la CEDEAO. Et ça a été entretenu par les deux pays à décès. C'est une vache à lait. On a très à un moment donné. Exactement comme l'Air Afrique. Justement. Et aujourd'hui, là où la dissolution de la CEB est prévue, c'est que chaque État, aujourd'hui, le Bénin a annoncé son autonomie énergétique à 2022, je crois. En 2022, le Bénin n'aura plus besoin de marcher main dans la main avec Togo, raison pour laquelle le barrage Mendadjirala. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas trop accepté, moins encore celui de TT, etc. Ils n'ont pas trop accepté. La mort de la CEB était déjà annoncée. Elle était déjà actée. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on soit pas étonné, mais ce qu'on pouvait au moins faire, c'est. Elle servait au moins de société tampon qui servait d'interface avec les partenaires. Servait d'interface avec les partenaires. Elle avait au moins cette assise internationale qui faisait qu'elle était un peu crédible, etc. Mais bon, comme on s'est entendu pour le plomber, c'est que le hic pour le Togo, c'est que le Bénin a un an de son autonomie énergétique. Nous, on est aujourd'hui dans le solaire. Mais le problème, c'est que le solaire, le solaire, ce qu'on a installé à Blita là, ce qu'on a installé à Blita, ce qu'on a installé à Blita, est-ce qu'il y a des compétences locales pour faire la maintenance? La question, voilà. Est-ce qu'on a évalué l'expertise de ces messieurs-là? Ils ont installé, on l'utilise 1 an, 2 ans, 3 ans, quand les pannes vont commencer. Le coût de réparation. Dans la pierre, on vous a dit qu'il faut installer les industries d'abord et former après les gens. Il faut former après. Le coût de la réparation. Parce que c'est le problème des panneaux solaires qu'on a aujourd'hui, des lampadaires. Ils sont tous abîmés. Ils sont tous abîmés. On ne trouve pas le matériel idéal pour le réparer. Est-ce que tout ça, on l'a évalué? Ça ne sert à rien. Ça y est, ces projets, ces éléphants blancs. Les éléphants blancs qu'on nous sert, ça n'existe que quelques jours après le lancement et après, c'est le noir. Vous voyez, dans nos pays où on a déjà
y a des problèmes à régler, énormément de problèmes à régler. Hein. Vous voyez par exemple, vous allez dans certains hôpitaux, il faut juste 50 000 francs pour acheter une pièce pour réparer l'ambulance. On dit qu'il n'y a pas l'argent, les gens meurent. Effectivement. Vous allez à la maternité, là, au CHU Campus Tocoin, maternité, et puis là où les enfants qui sont nés là, néonatal, tout ça là. Vous voyez sur le lit là, le lit est comme notre petit plateau là. On met au moins 6 enfants dessus. Les enfants meurent les uns les autres. On n'a pas besoin de grand chose pour acheter les lits. Peut-être, si on prend 100 000, on peut acheter déjà peut-être 20 lits, ou bien même moins que ça. Et vous allez dans certains centres de santé, il manque de l'alcool. Il manque de sérum anti-venimeux pour soigner les gens qui sont mordus par les serpents au champ. Vous allez à l'intérieur du pays, il y a des écoles qui n'ont pas de toit. Et à Lomé ici, vous avez plein d'établissements scolaires publics où les toits sont totalement abîmés. Que ce soit dans les quartiers de Baie, à Balpédo, Brincom et tout ça. Il y a une école, comment on appelle ça, emblématique à Brincom, on appelle ça Kaleba. Une école très emblématique où des gens ont fréquenté, qui est un peu dans une zone un peu inondable là. Mais tout le toit est parti. Mais c'est une école primaire publique. J'ai vu la dernière fois des gens, ceux qui ont fréquenté là, qui se sont retrouvés pour dire, vont venir porter un coup de main pour mettre des tôles, pour que les gens puissent fréquenter. Alors quand vous avez un pays où les besoins sont partout, et parfois c'est des besoins minimes, on a besoin de 20 000 pour débloquer une situation, on a besoin de 30 000 pour sauver des gens, on a besoin de 15 000 pour acheter des craies, ou on a besoin de 100 000, 200 000 pour confectionner des tables bancs, pour qu'on puisse décongestionner des salles de classe qui sont remplies d'élèves. Et quand vous avez tout ça, et que des gens se permettent de débloquer autant d'argent, juste pour acheter une voiture, et rouler dans un pays où il n'y a même pas de bonne route, il y a un problème. Vous avez en France, ou même dans les pays développés, même si vous êtes riche, vous êtes vraiment riche, une fois qu'on vous appelle au gouvernement, et que vous êtes au service de l'intérêt public, vous laissez de côté tout ce qui reflète votre richesse. Vous vous habillez sobrement. C'est-à-dire que vous ne vous habillez pas comme un pauvre, mais vis-à-vis du contribuable. Vous n'exposez pas vos montres Rolex, vous ne portez pas des vestes de 10 000 €, mais vous avez la possibilité de l'acheter parce que vous avez l'argent. En fait, c'est le contraire au Oui, mais une fois que vous êtes au gouvernement, on suppose que vous êtes au service du contribuable et vous ne devez pas importuner le contribuable par votre habillement. Mais une fois que vous quittez le gouvernement, vous reprenez votre vie de riche. Vous avez eu en France des gens comme les Fabrice, Laurent Fabius, qui était au temps de Hollande l'homme le plus riche du gouvernement parce qu'il était héritier et tout, il est héritier. Vous avez d'autres personnes, mais qui s'habillaient sobrement pour venir au conseil des ministres, qui étaient dans leur charge et tout ça. Mais une fois qu'ils retournent dans leur vie, ils peuvent aller prendre une veste de Smalto, c'est pas Francesco Smalto, je sais pas quoi, acheter les chaussures de Berluti, tout ça. Personne ne va crier au scandale parce que c'est son argent. Je ne sais pas si vous voyez. Mais au Togo, où tout est urgent. C'est le contraire. Où tout est urgent. Tout est urgent. Et on sait que ceux qui viennent au gouvernement au Togo ne sont pas des héritiers. C'est des gens qu'on a pris comme ça, ils arrivent au gouvernement et ils se permettent d'acheter ou d'accepter des voitures de 57 millions qu'on leur offre. Vous voyez. C'est pour ça que, par exemple, au Rwanda, Kagame a réglé le problème de voitures. Parce que c'est un poids pour nos administrations. C'est un poids pour l'économie de nos pays. Les histoires de voitures de l'administration. On en parle, mais c'est un problème. Non, c'est un problème. Tout comme les meubles. C'est-à-dire qu'un ministre arrive, il dit non, que lui ne va pas s'asseoir dans le fauteuil de l'autre ministre parce que le fauteuil serait bassé. On enlève tout, même jusqu'au rideau. Il demande une ligne d'équipement pour rééquiper. On décape même les carreaux. On décape même les carreaux pour rééquiper tout le ministère, sachant que chez lui, on dégomme les ministres parfois moyenne de 2 ans, et puis on change de ministre tout le temps. Et donc, à chaque fois qu'on fait le remaniement, c'est un poids financier pour le pays, alors que le pays n'a pas de moyens. Vous voyez, on parle de ministère des Mines, mais on avait évoqué ici un dossier T-Oil, où le président du conseil d'administration, Feu et Tevi Bénissant, il était secrétaire général de la présidence, il était le PCA de Tuel. Donc il avait ses voitures de fonction de la présidence, mais
avec son titre de président au conseil d'administration, T-Oil lui a loué une voiture 4x4 Land Cruiser auprès de la CFAO, payée en 2 millions par mois. Et cette voiture-là, il ne l'utilisait pratiquement pas. 2 millions par mois. Il ne l'utilisait pratiquement pas. La voiture était garée à la maison. C'est que il veut aller au conseil au conseil d'administration, qu'il sort la voiture et il va avec une fois par an, même quand c'est le conseil d'administration. C'est seulement ça. Mais la voiture, tout le reste du temps à la maison. Et on perd la fin. On perd chaque mois, CFAO 2 millions. Maintenant qu'il est décédé, c'est là qu'il y a encore le scandale. Maintenant qu'il est décédé, on a pris la voiture de sa maison pour venir garer au siège de T-Oil. Et on paye. Depuis qu'il est décédé, personne n'utilise la voiture, mais on paye à CFAO. 2 millions par mois. Alors que les 2 millions là, on peut faire beaucoup de choses à l'intérieur du pays, faire des forages, je ne sais pas, faire beaucoup de choses pour les paysans. Mais quand tu parles de l'intérieur du pays, c'est sûr. Rien que Lomé. Tu parlais tantôt des bâtiments scolaires. Oui. Prenez le lycée d'Adio Gomé. Oui. Lycée de référence. Oui. Qui est totalement à terre. Il y a même plus les bâtiments, c'est comme l'entrée, le fronton du lycée. Tout est en ruine, tout est dépéri. Pourtant, on a un ministre délégué de l'enseignement technique. Ça y est, c'est pour qu'on ministre délégué. Ça veut dire que le portefeuille est tellement important qu'on délègue quelqu'un pour s'occuper spécialement de ça. Est-ce que vous savez, on paye 2 millions pour un véhicule qui est garé? Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez que dans ce pays, il y a des tribunaux à l'intérieur du pays où les bâtiments sont dans un état de délabrement total que les juges font les procès sous les arbres. Dans ce pays. Mais quand tu vas dire, les gens vont dire que c'est faux. Et c'est vrai. C'est vrai, oui. À l'intérieur du pays, les juges ils font le procès sous les arbres. Oui, mais quand les commissariats sont assez ouverts, les commissariats, ça veut dire qu'ils sécurisent les forces de l'ordre. Les commissariats sont assez ouverts. Les tribunaux, c'est dernièrement même qu'on a décentralisé les tribunaux, qu'on a donné certains de tribunaux. Quand on le dit, les gens pensent qu'on est en train de décrire notre pays. Il suffit que les gens sortent faire une petite enquête à l'intérieur du pays. Aller vers les zones un peu reculées, Mandouri, machin, tout ça là. Là où il y a un peu reculé, les 6e continent du pays là. Vous allez voir ce qui se passe là-bas. Vous allez voir les établissements scolaires. Vous allez voir les centres de santé. Vous allez voir les dispensaires dans quel état ils sont. Vous arrivez dans une dispensaire, on dit que l'infirmier est parti au champ. Quand on va l'appeler au champ parce que quelqu'un est malade, il arrive, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de coton, il n'y a rien. Mais dans la capitale, on gaspille l'argent pour des choses comme ça. Donc le problème de notre pays, c'est le problème de gestion. Et c'est comme ça que toutes les sociétés d'État se sont écoulées. Parce que quand on parle de voiture, mais la voiture va avec le bon d'essence. Bien sûr. Quand on offre une voiture à un ministre, ça veut dire qu'il y a une dotation de bon d'essence dans la société. Et demain, on vous dira qu'on a offert, à la fin de l'année, la CEB a offert des cartons de champagne à la ministre. On vous dira que la CET a offert des cartons de champagne. Je vous ai dit dans ce pays que la CET commandait 100 millions de champagne par an. Champagne Runa. Les gens m'ont dit si c'est vrai, j'ai dit mais vous êtes quoi? Vous pensez que je raconte des histoires? C'est même un responsable de la CET qui m'a dit ça. Champagne Runa, 100 millions par an. Alors qu'on met tout ça sur nos factures. Et nous payons. C'est-à-dire que nous payons le prix de la corruption dans ce pays tous les jours. C'est sur nous. Et les gens ne sont pas choqués. Donc, c'est tout ça qui fait que mais aucune société aujourd'hui ne peut être gérée de façon transparente. Et vous voyez, les sociétés s'écoulent les unes après les autres. On a vendangé, comment l'appelle-t-on, Togocom. On a externalisé, maintenant on l'a vendu, on a externalisé tous les aspects les plus juteux. Oui. C'est ce qu'ils veulent faire aussi pour la CET, je vais la dire ici. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent dissoudre la CEB. Et sachez une chose, lorsqu'on va dissoudre la CEB, le prix du kilowattheure va monter. Ça, c'est clair. Ça, il faut que les gens le sachent. Et donc, quand ils ont fait ça au niveau de Togocom, mais aujourd'hui, ça marche pour eux. Ils ont créé des sociétés un peu partout, en ville. Et vous savez aujourd'hui qu'il y a une société en ville qui loue les voitures à Togocom. C'est-à-dire qu'au lieu que Togocom achète les voitures, on a dit non, on a trouvé un argument pour dire non, ça revient trop cher, il y a des problèmes de réparation, de maintenance, de pièces. Donc, on crée une société par des gens, société écran, il y a des gens derrière. Maintenant, ces gens-là
eux, ils ont maintenant un parking, eux, ils ont des voitures, et eux, louent ces voitures à Togocom, et 50 000 francs par voiture par jour. C'est-à-dire qu'une voiture mise à disposition de Togocom fait 50 000 francs par jour. Si Togocom a 100 voitures, vous faites le calcul par jour. Et c'est ce que les gens veulent faire pour la sécurité aussi. Vous voyez? Et donc, le pays est imité la sûreté, le solutionnement est déjà... Voilà. C'est déjà listé. Voilà. Bon, maintenant, on va chercher les preneurs. Les preneurs. Et les preneurs, c'est eux-mêmes. Les preneurs, c'est eux-mêmes. Si tu vois. Les preneurs, c'est eux-mêmes. C'est le comptage, la facturation, ça sera à part. La maintenance, ça sera également à part. Etc. Ça, on va l'émietter petit à petit. Les trucs de contrôle, on ne fera pas. Oui, voilà. Là, il y a de l'éclairage public. Parce qu'il y en a qui se suivent déjà dedans. Les trucs de contrôle, on ne fera pas. Parce que ça, c'est un département. C'est un département aussi, la sûreté. Donc, tu vois, quand vous gérez un pays comme ça, vous n'aurez pas de résultat. Je suis désolé. Et donc, voilà comment nos sociétés s'écoulent les unes aux autres après les autres. C'est bien qu'aujourd'hui, la gestion qui est faite du pays est faite de manière à ce que même le garage central n'a plus de voiture. Personne n'a intérêt aujourd'hui à ce que le garage central ait de véhicules. Donc, tous les véhicules, soit on loue, soit on va louer chez SIFAO, on fait un système de leasing, et puis bon, tu t'es OK. Comment est-ce que vous pouvez... L'État mieux privatisé. Oui, l'État mieux privatisé. Oui, c'est ça. Par exemple, nous voyons la MIFA, qui est un mécanisme. On vend tout. Tout est privatisé. Tous les services sont privatisés et l'État vit sur. Puisque d'abord, l'État même vit dans les locations. Ouais. Ah oui. L'État même vit toujours dans la location. Nos commissariats, les services d'État sont en plein vivre en location. Ils ne payent même pas. Puisque le gouvernement, même le conseil des ministres, ce sont les blancs qui le font. Oui, le conseil de ministres se tient sous les tentes. Alors qu'on n'est pas dans le désert. C'est pas dans le désert qu'on fait le conseil des ministres. On n'est pas dans le désert. Parce qu'il faut trouver un moyen de faire manger tous ceux qui ont créé cette société-là. Voilà. Et c'est les proches du régime. Et c'est ce qui est dommage. Oui. Nous sommes talonnés par le temps. Et nous allons rapidement parler du dernier sujet qui concerne l'aéroport international de Lomé, Gnassingbé de Lomé, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Les pannes des scanners, ces machines-là qui détectent les objets illégaux que transportent les voyageurs, les passants. Aujourd'hui, ces machines-là ne travaillent plus. Joël. Non, il y a quelqu'un qui on a voulu faire croire que ces machines, que c'est pour que ces machines travaillent. Je crois que Fedira va répondre à ça. Fedira va répondre à ça. Moi, ça m'a... J'ai été, au-delà d'être indigné, j'ai été carrément blasé de lire de telles choses parce que même ces machines-ci, ils n'ont même pas eu à travailler, ne serait-ce qu'une seule journée. Vous savez ce que cela représente pour la sécurité nationale? Même si la sécurité n'est pas parfaite, c'est-à-dire que la porte d'entrée du pays, le matériel qui permet de contrôler tout ce qui rentre dans le pays est en panne. Mais ne serait qu'en une heure, en quelques minutes, vous ne savez pas ce que cela représente pour la sécurité nationale. Et c'est tombé en panne depuis des jours, on dit rien. 4 semaines. Depuis 4 semaines, on dit rien, pendant que celui qui est à la tête de l'aéroport, enfin celui dont le portefeuille, la sécurité, le contrôle des marchandises relève de son portefeuille, mais il est là depuis des années, il est rodé, il est conscient du risque que cela représente. Et il a fallu que la presse en parle pour qu'on attire d'autres pour dire non, c'est faux, etc. Pendant que c'est des passagers qui se sont plaints. Pas seulement les passagers, même les agents de l'OTA, ceux qui fouillent les gens. Des agents opérationnels, c'est eux qui se plaignent. Qui ne font plus leur travail, ils sont obligés de procéder à la main. Et ça dure plus longtemps. Ils rentrent à la maison. Ils rentrent à la maison. Et c'est la porte ouverte à tout parce que mais je peux facilement glisser quelque chose dans ton sac. Tu dis, je viens faire la cour, mais je glisse quelque chose dans ton sac. Tu sors avec ça et je peux te créer des problèmes. Comme tu peux me servir de complice, etc. C'est la porte ouverte à tout. Et on dit c'est l'aéroport de référence, c'est ça? Selon eux. Hein? Oui, c'est l'aéroport de référence. Et tantôt, c'est l'escalier roulant qui est en panne. Tantôt, c'est l'escalator qui est en panne.
Mais tantôt c'est une porte qui ne fonctionne pas bien, tantôt c'est l'eau qui rentre dans le bâtiment, etc. Sans oublier que tantôt, ce sont les pets vaudus de Bec qu'on invite. Non, mais ça dit, c'est l'illustration parfaite en gros du délitement. Et dans ça, quand vous avez Pegasus, vous n'avez rien. Ouais. Dans ça, quand l'aéroport est une porte ouverte, où on rentre pour rentrer, sortir avec quoi, n'importe quoi, mais Pegasus sert à quoi alors? Merci beaucoup. Joël, oui, Ferdinand, voilà la situation à l'aéroport. Je pense que l'aéroport de Lomé, on écrit souvent, on écrit, vous savez, il y a 2 ou 3 ans, on avait, suite à cette pluie-là qui a inondé le hall, on avait écrit là-dessus. Le lendemain, le maître des lieux a ramassé un groupe de journalistes à qui ils ont donné 20 000, de venir dire que non, il n'y a pas eu de l'eau, c'est faux, machin, des histoires dormies debout. Et puis, comme c'est la pluie qui est le bureau de contrôle le plus efficace dans nos pays, un an après, vous avez vu toutes ces images-là qui a circulé dans le monde, il a plu et puis l'eau est tombée carrément dans le hall et puis on a vu les images, les passagers ont pris tout ça. Comme pour dire, à Beaumenti, bon, celui qui vient de loin quoi. Et donc, c'est un aéroport à problème. C'est vrai que le double directeur qui est là-bas, il est souvent tellement enthousiaste que quand il sort, il raconte des choses et avec beaucoup d'éloges à Faure Gnassingbé. À chaque 2 phrases, il doit citer le nom de Faure Gnassingbé. La dernière fois avec les prêtres vaudous. C'est ça la raison d'être? Ouais, la dernière fois avec les prêtres vaudous, il dit c'est grâce à la vision du chef de l'État qu'on a mis un paratonnerre. C'est pour ça que l'avion n'a pas été directement touché. Comme si quand on construit un aéroport, on ne prévoit pas un paratonnerre. Ouais, donc, et tous ces zèles-là, en fait, cachent beaucoup de difficultés. Laisse le général. Beaucoup de difficultés. Et tous ces zèles-là cachent beaucoup de difficultés au sein de l'aérogare. Et vous savez que nous sommes dans la période des vacances, il y a beaucoup de compatriotes qui rentrent. Et c'est eux d'ailleurs qui ont sonné l'alerte en disant, mais écoutez, il se passe quoi? Nous sommes arrivés. Les machines ne fonctionnent pas. On parle des scanners à l'entrée, pas au départ, pas à l'immigration, à l'entrée. Que les scanners ne fonctionnent pas et qu'on a dû fouiller nos bagages à la main. Ça a dû prendre plus de temps parce qu'il fallait faire aussi le test PCR. On est rentré 1 heure, 2 heures du matin à la maison, les gens sont fatigués. Il y avait une longue queue. Et puis parfois on le fait par ciblage. C'est-à-dire que vous, on peut dire, bon, Joël, toi tu peux passer, il n'y a pas de problème. Isidore, toi ton visage, il avait ta barbe là, non, on va pas, on va regarder. Et tu vois, donc, c'est pas le ciblage, tu vois. Et donc, quand ils ont dit ça, après, ce sont les agents même de l'OTR. Vous avez vu, on a passé les témoignages sous le sceau de l'anonymat. C'est eux-mêmes qui ont contacté la rédaction pour dire, aidez-nous parce qu'on n'en peut plus. Nous rentrons tard à la maison et c'est eux qui ont décrit les machines. Même la photo que vous avez vue là, c'est une photo qui vient... Et donc, c'est eux qui ont décrit tout le scénario, comment ça se passe. Ils avaient 2 machines pour la sortie. 2 machines qui étaient les machines de l'ancien aérogare. Donc, quand on a conçu l'ouvrage là, avec déjà c'était 75 milliards, on est passé à 150 milliards, personne ne sait combien ils ont conçu ça, il y a une surfacturation terrible. Et on a pris même conçu un hôtel qui a disparu de la maquette, malgré le fait que l'argent est passé du simple au double. Il y a des choses qu'ils n'ont pas faites. Et donc, les 2 machines là viennent de l'ancien aérogare. On utilisait ça de l'autre côté. Ils les ont déplacés jusqu'ici, ils ont mis un peu de peinture. Et donc, en 2018, la première machine est tombée en panne. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, il y avait 2 machines qui faisaient le filtrage de bagages. La première machine, le premier scanner est tombé en panne. Ils subtilisaient, ils l'ont transformé en épave. Ils subtilisaient ces pièces pour dépanner le sol qui restait. Jusqu'à ce qu'il y a un mois, le second aussi tombe en panne. Donc, il n'y a plus de machine. Il n'y a plus de pièces. Donc, il n'y a plus de pièces. Voilà, les pièces sont fatiguées. Il n'y a plus de pièces. Donc, les agents nous ont dit, ils ont fait rapport sur rapport, depuis que la première machine est tombée en panne. Des rapports sur rapports. Eux, ils ne savent pas si ces rapports atteignent les décideurs. Pour attirer leur attention que, il y a des risques le matin, on se réveille et que les machines ne travaillent pas. Et que ce n'est pas digne d'un aéroport de ce standing-là. Jusqu'à ce que la dernière machine lâche il y a ces derniers jours. Et leur crée tous ces problèmes-là. Oui, il y a 4 semaines.
Et donc, depuis qu'on a sorti cette histoire-là, d'abord, avant de sortir l'article, on a appelé l'ATA. On lui a envoyé des messages, il n'a pas répondu. Et l'aéroport est un secteur très sensible d'un pays. Si l'information qu'on donne sur le fait que des machines de ce genre sont tombées en panne sont des informations fausses, l'aéroport sortirait un communiqué pour rassurer ses partenaires. Il ne va pas envoyer un kidam aller écrire sur un site internet qui dit que c'est faux, que les scanners ne sont pas tombés en panne. Je vous renvoie sur la page Facebook d'un compatriote qui s'appelle Atakba Philippe Atakba. Philippe Atakba, il est du PSR. Il est rentré hier, je pense, à Lomé, venant de la France. Il a écrit sur sa page Facebook qu'il est rentré, on ne l'a pas fouillé, qu'il n'y a pas de machine. Donc celui qui dit que c'est faux là, il n'a qu'à aller lire ça. Il n'a qu'à aller lire ça. Donc vous voyez comment est-ce que des gens ont fait du journalisme au Togo un outil alimentaire. Il y a quelque chose d'extrêmement grave qui se passe dans un pays qui peut être aussi un danger pour le pays. Parce que quelqu'un lui a donné, puis je ne sais pas quoi, il se lève pour dire que c'est faux. Sans apporter l'élément contraire. Il dit c'est faux. Vous voyez ce qui se passe dans ce pays. Et donc, si c'était faux, l'État devait sortir déjà un communiqué. Mais nous avons répercuté tous les témoignages qu'on a recueillis des agents en prenant soin de cacher leur identité parce qu'on n'a pas besoin de les exposer. C'est eux qui subissent là-bas. Et ils ont même dit que le TR perd beaucoup de choses dans cette affaire-là. Parce qu'à partir du moment où on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans quoi, donc on dit passer. S'il y a quelque chose que le TR doit prendre et facturer, ça passe. Et on a eu des témoignages, même des bagagistes qui ont dit, et non seulement le TR perd beaucoup de choses, mais il y a aussi des désagréments pour certains voyageurs. Quand on voit quelque chose sur toi, avant il y avait des arrangements entre les gens, on t'amène directement dans le bureau de l'OTR. Si tu as 10 portables, l'OTR facture les 10 portables. Alors qu'avant, avec la machine, celui qui est sur la machine, il regarde, il regarde, il sait qu'il y a quelques téléphones portables, vous lui glissez quelque chose, vous passez. Donc il y a une nervosité autour de tout le dispositif à l'arrivée actuellement à l'aéroport. Et aucune solution n'est trouvée jusqu'à là où nous parlons. Ce matin, moi j'ai encore parlé avec des gens là-bas, ils disent il n'y a pas de solution parce qu'il faut commander les machines. Les machines ne sont pas là. Donc si quelqu'un pense qu'on est en train de mentir, qu'il se déplace, qu'il aille à l'aéroport pour regarder les gens qui arrivent là. Comment est-ce qu'ils font rentrer les bagages au pays? Plutôt que d'aller recourir à un site, c'est pas pour écrire des conneries, pour dire que non, que c'est faux et tout ça. De toute façon, l'alternative est un journal sérieux, on ne relève pas n'importe quoi, on n'est pas là pour écrire n'importe quoi. Et quand on écrit, on prend soin toujours de vérifier, on appelle les concernés. Et dans ce dossier, on a appelé le colonel Atta. Donc voilà. Et donc, je l'ai dit, ça démontre le niveau de délitement de notre pays. Si toutes les machines, tous les pans du pays sont en train de tomber comme ça, il y a lieu de s'inquiéter. Il y a lieu de s'inquiéter. Mais il y a encore beaucoup plus lieu de s'inquiéter quand on sait que toute la direction de l'aéroport est dans les mains d'un individu. Est-ce que les rapports montent fidèlement? Est-ce qu'on sait réellement ce qui se passe là-bas? Parce que la même personne, s'il y avait des directeurs différents, si un fait un faux rapport, l'autre peut-être fera un bon rapport. Mais ici, on se retrouve avec le même directeur qui contrôle tout. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut revoir la question de l'aéroport de Lomé parce que ce n'est pas digne d'un aéroport. Les Ghanéens viennent d'ouvrir un aéroport à Ho. Je ne pense pas que si vous arrivez à Ho, qu'il y a une petite file par rapport à Lomé, vous allez sortir des bagages et on ne va pas vous fouiller parce qu'il n'y a pas de scanner. Voilà. Mais parlant de l'exposition du pays à l'extérieur, je voudrais faire un focus sur le cas des frontières terrestres. Ouais, le Bénin n'a pas fermé ses frontières. Le Togo a fermé. Le Togo a fermé. Pourtant, tout et rien passe. Maintenant, qui contrôle tout ce qui passe là? Personne. La frontière est censée être fermée. Bon, maintenant, quand tu glisses quelque chose, on te laisse passer. Ils ont laissé une ouverture en disant c'est fermé, mais les marchandises peuvent passer. Parce que les pays ont besoin de desservir les marchandises. De toutes les façons, c'est la Donc dans cette histoire de marchandises, c'est dans cette histoire de marchandises là que tout passe maintenant. C'est aussi l'exposition du pays. Sans oublier les bitnight. Qui se sont multipliés. Ils se sont multipliés partout. Avec la complicité des hommes qui, bon, eux, ils ont tout intérêt. Quand il semble que quelqu'un dit que quand ils rentrent, ils vont aller voir le malam, le féticheur, etc. pour
on ne bouge jamais la frontière. Le temps qu'il termine son chantier. Le temps qu'il termine son chantier, le temps qu'il termine ceci, etc. Donc on ne bouge jamais les frontières. Les gens font tout pour que ça demeure comme tel. Parce qu'ils n'ont jamais imaginé une telle manne tomber sur la tête. Et c'est la porte ouverte à tout. C'est la porte ouverte à tout. L'aéroport est ouvert, il n'y a pas de scanner pour contrôler. Les frontières terrestres sont censées fermer, mais tout et rien passe. Et donc tout rentre. Le port. On a vu au Niger, on a pris une cargaison de drogue. C'est passé par le port. C'est passé par le port autonome de Lomé. Mais en fait, est-ce qu'il y a des portes sur ce pays? Est-ce qu'il y a des portes sur ce pays? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle quand même les entrées venues à travers ces portes-là? C'est pas une question à poser, il y a Pegasus qui contrôle tout. Il y a un Pegasus contrôle aussi les marchandises. Bon. Peut-être qu'on va développer le volet contrôle marchandises de Pegasus. Mais en attendant, que celui qui veut s'assurer sa sécurité en contrôlant les autres, sache que, en fait, il n'est pas autant en sécurité parce que tu peux faire tout rentrer et tout sortir du pays à ton beau vouloir. Mais je reste avec toi. Quelle est cette manière, cette presse-là, quand ton confrère dénonce quelque chose, un autre vient pour dire que c'est faux, ce que tu dis, sans preuve à l'appui. C'est ce que nous voyons dans cette histoire d'aéroport. Nous avons parlé de délitement du pays, c'est la presse aussi fait partie. Quand nous disons qu'il faut reconstruire les citoyens togolais, il faut commencer par la presse, parce que la presse est un instrument d'éducation. Ce n'est pas seulement un instrument d'expression de la liberté de penser, mais c'est une histoire d'éducation. Et je disais hier encore, avant que tout et rien ne rentre dans la presse, hier encore il y avait un peu de confraternité, malgré les adversités que nos aînés entretenaient, etc. Quand c'était à la presse de combat, il y avait un peu de confraternité, c'est-à-dire qu'on savait protéger ce qui nous unit, malgré les disputes en interne. Mais aujourd'hui, c'est le comble. Et moi je dis le pouvoir l'a fait à dessein. Le pouvoir l'a fait à dessein, mais il appartient à ceux qui ont de la vision. Comme moi j'avais fait l'offre quand je postulais pour la présidence du CONAP. On peut, dans notre divergence, se faire respecter. Malgré nos divergences d'opinion, malgré nos bitos, comme on le dit, nos réseaux de bitos, on peut se faire respecter. Il faut montrer aux gens que vous avez quand même un peu de contenu. Mais quand on est des expéditeurs de courrier, on devient des expéditeurs de courrier, des canaux de résonance de tous ceux qui veulent parler. Je ne sais pas si les gens ont envie de vivre de ce métier, mais le mal qu'ils font, je crois que c'est ce juriste congolais qui le dit. Je vais le paraphraser un peu, son nom m'échappe un peu. Il dit: le ministre qui vole, il ne fait pas du mal parce qu'il vole l'argent du pays, mais c'est le mauvais exemple qu'il donne. Alors le journaliste qui bafoue son travail, il ne le met pas seulement parce qu'il dit bon, on veut faire du mal à Ferdinand, comme dans le pétrole gate. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Pour le pétrole gate, alors pour casser la dynamique, il dit non, ok, bon, je vais le passer, après ça n'a pas pris, la monnaie n'a pas pris. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et on est là à chercher à casser ceux qui sont en train de tracer le sillon. Je ne dis pas qu'on est en train de tracer le boulevard, on est en train de tracer le sillon. Mettez-vous sur le sillon, mettez-vous sur ces pas-là, et vous serez même peut-être plus grand, vous aurez même plus de renom que le peu que nous faisons aujourd'hui. Mais non, on est là à chercher à casser, mais et puis le hic est que très souvent vous le faites, ça ne va pas loin. C'est comme pour le cas de l'aéroport. Quelqu'un se lève aujourd'hui et dit ah bon, on dit que c'est faux, je vais à l'aéroport. Il prend un zémidian, on est à Bassa, 100 francs. Il faut aller à l'aéroport pour constater le visite. La liste de la presse est dehors. Ouais. Et c'est ça, les gens disent non, que la presse n'est pas sérieuse. Ouais, c'est ça. Des politiques le relaient, la presse n'est pas sérieuse, il ne faut pas de professionnalisme, oubliant que c'est parce que on est inondé de brebis galeuses. Non, c'est toi qui le dis, c'est brebis galeuses, c'est toi qui le dis. On est inondé de tout et de rien, qui fait que moi j'ai sursauté quand j'ai vu l'information dire oui c'est faux que les scanners sont capables de même pas, ils n'ont même pas relativisé. Même si c'est faux. Donc, même ce que tu dis, même si ce que Ferdinand dit, c'est faux.
le minimum des choses de dire, au temps où il publiait, est-ce que le scanner avait eu un bobo? Ce n'est même pas préparé jusqu'à maintenant. Maintenant. Alors nous sommes là. Il faut commander une nouvelle machine. Maintenant, même si tu vérifies, tu rencontres que autant publiait, les machines travaillaient. Et tu fais le tour. Tu fais le dos, ça c'est la grandeur d'esprit. Quelles que soient les liasses qu'on te tend, dis mais mon frère, je ne veux pas le sacrifier. Je ne veux pas le sacrifier parce que quand tu le protèges, tu te protèges également. Joël, il y a des et dizaines. Quand tu le protèges, tu te respectes. Il y a des dizaines et des dizaines de Togolais qui sont rentrés ces jours-ci, qui peuvent d'abord témoigner parce qu'ils ont vécu les mêmes faits. Et celui qui se dit que c'est faux, il ne sait pas si j'ai de la famille, j'ai des gens, il ne sait pas. Il ne sait pas si je me suis déplacé à l'aéroport. Il ne sait pas quand je dis que j'ai eu les témoignages des agents. Il ne sait pas où est-ce que j'ai eu ces témoignages-là. Il ne sait pas si c'est sur le site ou c'est ailleurs. Il se lever comme ça pour dire oh, c'est faux. C'est faux. Parce qu'on veut plaire à quelqu'un pour de l'argent. Et c'est comme ça qu'on travaille à faire reculer le pays. Vous voyez? C'est comme ça qu'on travaille à faire reculer le pays. Parfois, il faut que nous, les journalistes, nous assumons aussi nos responsabilités. Quand on agit on pousse les gens, on agit dans la corruption, on pousse les gens, on vole au secours des corrompus, des voleurs, on défend des gens qui ont pris des libertés avec l'argent public, soi-disant que non, parce que, bon, entre-temps, on est venu signer un contrat de 100 000 ou bien 200 000 avec nous pour que, bon, on puisse... Donc, il y a des limites à se fixer dans tout. Mais bon, c'est leur propre image qu'ils sont en train de déconstruire. C'est pas moi, Ferdinand, parce que moi, j'ai fait mon travail. Et comme je venais de le dire tout à l'heure, il suffit d'interroger ceux qui sont rentrés. Et les gens vont vous dire, tout le monde va vous dire, il suffit d'aller même à l'aéroport. N'interrogez pas les gens, prenez les amis actuellement à l'aéroport. Nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui le 26 mai 27. Allez à l'aéroport tout à l'heure. Il y a des vols qui vont atterrir, vous allez demander aux gens comment ils sont sortis de l'aéroport. Et il y a tous ces agents de l'hôtel qui sont à l'aéroport qui se plaignent. Parce qu'ils rentrent tard à la maison. Ils rentrent tard à la maison. Imaginez que 2 vols atterrissent. Air France et Bruxelles, toute une longue queue. Les gens doivent attendre. Les gens, par exemple, les gens qui ont des familles, 2 ou 3 enfants, ils sont rentrés de voyage avec tout le long processus qu'ils ont eu. D'abord, en France ou aux États-Unis, PCR, tout, il faut attendre. Arriver au Togo, PCR, avant de passer au filtrage des bagages. Vous attendez, les enfants dorment debout. C'est des désagréments pour les gens. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie de cacher son derrière et qui essaie d'allumer des pare-feux, mais il ne peut pas parce que la réalité est là, on n'a pas inventé ça. Donc, bon, c'est bien triste, mais bon, c'est parfois le journalisme à la togolaise, quoi. Et puis après, on se plaint que bon, les gens ça c'est une plainte. Les gens pensent, les gens ne nous respectent pas. Voilà. Et donc le problème de l'aéroport doit être pris avec beaucoup de sérieux et les problèmes réglés. Et ça passe par, c'est-à-dire il y a un gros problème qu'on a au Togo, c'est le renouvellement des personnes. Parce que le renouvellement des personnes peut aussi être le renouvellement des idées. Comment est-ce que par exemple on peut garder des gens qui sont à des postes 15 ans, 20 ans? Et vous espérez quel résultat à la fin? Aéroport, port autonome de Lomé. 15 ans, 20 ans, ça c'est le temps de service. Ceux qui ont fait 15 ans après la retraite. Attendez, vous espérez quel résultat? Et on dit, communément en vernaculaire, que il va regarder, mais à Melakbo. Tu vois, on dit qu'il y a un directeur financier à l'ONATO, il fait 15 ans, ou 20 ans, ou 25 ans même, il est là-bas. 25 ans directeur financier, vous imaginez? Donc il n'y a pas de Togolais. Quelqu'un qui est à la retraite depuis 15 ans, il a dit Togo, on ne le change pas. Quelqu'un est au port autonome de Lomé, malgré tous les déboires qu'il y a au port autonome de Lomé, amiral sa frégate, je ne sais pas, il n'y a pas de flotte. Mais bon, en Afrique là, même dans le désert, on a des gens au grade amiral, tout ça, mais il n'y a pas de mer, tout ça. Amiral sans frégate, il est là depuis 15 ans, il dort même en pleine réunion. Il dort même en pleine réunion. Mais on ne le change pas. Quel dynamisme vous voulez qu'il imprime dans cette zone portuaire qui est une zone dynamique. C'est-à-dire que le port est une zone dynamique. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Il faut des gens soumises pour travailler, pour avoir des idées, pour aller ailleurs, résister à la concurrence, tout ça là. Mais vous avez quelqu'un que vous avez mis, on n'a rien contre lui. S'il a fait un temps, trouvez quelqu'un pour le changer. Trouvez quelqu'un même dans l'unir pour le changer. Donc il y a des gens, c'est comme on a bloqué certains postes pour eux.
Une fois qu'eux sont arrivés là-bas, on a bloqué. On dit bon, l'ascension, le monde, c'est eux. Le temps s'est arrêté. Et c'est eux qui sont là, et personne ne sait ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que je suis pour des gens qui font des propositions en disant les directeurs généraux des sociétés d'État, il faut les nommer, mais pour 3 ans renouvelables, une fois. Basta! Non, c'est ce que tu as fait. 3 ans. On les recrute. Oui, on les recrute. On appelle la candidature. On le conseil à candidature. Voilà. À compétition. Voilà. Vous postulez. Oui. Et c'est un contrat de 3 ans. Renouvelable une fois. Basta. Ça y est, les conseils d'administration. On a évacué tout ça. Selon ta tête, selon ton accointance, etc. Non, c'est fini. C'est fini. Ouais. C'est fini ça. On a essayé de faire ça avec l'OTE, mais le diable là, vite vous plus ses accoutrements. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, ce n'est pas possible qu'on ait des résultats avec cette gestion-là. Après, on se plaint qu'il y a des incendies au port. Après, on se plaint qu'à l'aéroport, il y a des machines qui tombent en panne. Après, on se plaint qu'à Edith Togo, il y a des gens qui font grève et qu'on envoie la police pour les chercher dans leur lieu de rédaction. Après, on se plaint qu'à la Lonato, bon, il y a des magouilles qui se font. Voilà. Voilà notre registre financier, on ne connaît jamais ça. On ne connaît jamais sa recette. On ne connaît jamais sa recette. Le matin, on ne connaît jamais sa recette. On va revenir. Je ne sais pas si vous voyez. Et par exemple, la dernière fois, il a fallu qu'on fasse un débat ici ou qu'on fasse un reportage à Fagnon pour qu'on puisse dégager le trésorier qui emmerdait le maire et qui était déjà à la retraite. Pour qu'on nomme un nouveau trésorier. Et je peux vous assurer que le maire nous a envoyé ses remerciements. Il nous a envoyé des messages pour dire que grâce à ce que vous avez fait, le reportage et le débat que vous avez fait, on a changé le trésorier. Oui. On a changé le trésorier. Mais vous savez, il faut que les gens apprennent à rendre service. Le cas d'Afania, tu vas voir, peut-être dans les jours, à Moscou, on amène quelqu'un plus emmerdeur que celui qui est partant. Sinon, vous allez voir dans le cas d'Afania, dans 2-3 mois, avec toute la volonté que le maire a. Oui, les choses vont bouger. Commencer pas à bouger. Un peu comme les tests c'est PCR, c'est ça? PCR, les tests PCR. Oui. Qu'on a gardé à 50 000. Oui. Il a fallu que la presse qu'on a dénoncé, ils sont allés. Attends, d'ici là, moi j'ai voyagé combien de temps pour bénéficier de ça. Et puis, je vais envoyer une équipe à Fagnan pour étudier la route, pour voir s'ils peuvent goudronner la route. Est-ce que, bon, c'est ce qu'on fait. Quand on le fait ici, ce n'est pas forcément qu'on rencontre quelqu'un. On dégage des pistes, on esquisse des pistes pour améliorer le vécu des Togolais. Nous avons une philosophie. Nous avons une philosophie qui est claire et nette, c'est que, puisque les gens ont décidé de conserver le pouvoir par tous les moyens, et ils refusent l'alternance, ils bloquent tout. Pendant qu'ils sont là, il faut qu'on les oblige à travailler. C'est clair. S'ils travaillent, c'est un acquis. De toutes les façons, demain ils partiront. Mais il faut qu'ils travaillent. S'ils ne travaillent pas, on va crier sur eux. Vous voulez le pouvoir, non? D'accord. Faites les routes. Et construisez les hôpitaux. Construisez les écoles. Parce qu'il y a de l'argent pour ça. Mais si vous ne le faites pas, mais on va crier sur vous. Parce que c'est pour ça que vous êtes là. Puisque vous ne voulez pas partir, d'accord, travaillez. Mais si demain par un coup de magie, vous partez, tant mieux. Mais pendant que vous êtes là, n'abandonnez pas le pays dans le désastre, dans la misère. Et quand il pleut, les gens n'ont pas de route pour rentrer à la maison, ils n'ont pas de rue. Et quand il y a des accidents, il y a aujourd'hui avec les rues qu'on est en train de faire à Lomé, quand il y a des accidents, c'est un débat qu'on a mené depuis longtemps. Au Togo, on doit décentraliser les sapeurs-pompiers. On doit créer une SAMU. C'est-à-dire que pour évacuer les malades, hier sur la rue d'Aïdogom, il y a eu un terrible accident. Hier soir, si vous voyez les images, vous ne pouvez pas imaginer au niveau de là où il y a la Fusec, la Boukarou, je ne sais pas où là, ou bien il y a une zone là de Soviépé. Il y a une zone là de Soviépé là. Il y a eu un accident terrible là-bas, hier soir. Je pense que le gars est décédé, c'est un vieux qui a été ramassé. Et il n'y avait pas d'ambulance pour faire partir ce genre. On a appelé l'ambulance à Nikonakoué. Il faut attendre que lui trouve le chemin pour arriver là-bas. Donc il y a un travail à faire, ne serait-ce que pour prodiguer les premiers soins. Oui, parce que les gens qui prennent les accidentés. Aujourd'hui, répartis en 13 communes. Oui. La première chose, c'est que les communes au moins disposent d'une ambulance. Disposent d'une ambulance. Donc, et de véhicules de sauvetage. Exactement, parce que quand il y a un accidenté sur la route, c'est pas tout le monde qui manipule l'accidenté. Parce que le gars est en train de subir une hémorragie interne. Il y a des endroits où il ne faut pas toucher tout ça pour amener le gars à l'hôpital pour qu'on puisse le sauver. Mais le gars est par terre, tout le monde vient le toucher. Les étudiants, tout le monde veut le transporter pour être dans un véhicule. On vient l'asphyxier. On vient l'asphyxier.
Donc il y a ces problèmes-là qui sont des problèmes récurrents. Quand il y a des accidents sur la route, c'est pas des opposants qu'on percute sur la route. Tout le monde, que tu sois du NIR, de, je sais pas, de tous les partis politiques, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas prendre un cours sur la route. Et donc c'est une question qui doit nous intéresser, nous les Togolais. Quand vous faites ce genre d'émissions, de débats, les gens pensent que vous êtes contre quelqu'un, on vient, on vous insulte, on dit ouais, vous êtes ceci, vous êtes ça. Quelqu'un est venu me demander dans un commentaire que la ministre a travaillé dans une grande société en France, donc elle peut s'acheter une voiture de 57 millions. Et je lui dis, mais pourquoi elle n'achète pas ça avec son propre argent? Pourquoi elle achète ça avec l'argent de la CEB? Vous voyez une culture, celui qui vient faire ça là, peut-être qu'il n'a même pas 100 000 francs. Hein. Vous voyez une culture, mais il est prêt à défendre le voleur. Il n'a rien à manger à la maison, mais il est prêt à défendre le voleur. Il ne sait pas que, de façon factuelle, c'est des choses qui ne se passent pas dans une république. C'est des choses qu'on ne peut pas se permettre dans une république. Je ne sais pas si vous voyez. Et je lui ai dit, mais cette dame-là, elle gagnait légèrement au-delà du SMIC en France. Pas grand-chose. Quand vous ne connaissez pas, il faut demander. C'est tout comme celui qui vient me dire, oui, est-ce que ce n'est pas les tests de la CEB qui le dit? Envoie-moi le test. Comme vous connaissez le test mieux que le journaliste, le test qui montre qu'on doit acheter, la CEB doit acheter une voiture au ministre, envoie le test. Quand tu parles de l'inculture, c'est une tradition. Non, c'est le manque de responsabilité qu'on a pour les journalistes. Oui. Parce que eux croient que bon, toi tu n'as pas posé toutes ces questions. Oui, c'est comme je me suis levé comme ça pour écrire. On pense que le journaliste, c'est pas celui qui, c'est pas le kidam qui se lève et écrit ce qu'il passe par la tête sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense que être journaliste, c'est quelque chose de simple. Voilà. Et les gens veulent raconter des histoires. Un bon journaliste, tout le monde se lève. Et un bon journaliste. Et parle, et s'adresse aux journalistes. Tout le travail que, de toi à moi, on va parler de ce dossier des semaines avant. Ouais. Collecte des données, vérification, analyse. Mais attends. Les gens, ce qu'ils oublient, c'est que le journaliste, c'est un travail scientifique. Mais, analyse, c'est un travail scientifique. Comparaison. Parce que, comme le dit, j'ai oublié ce professeur de la presse, c'est la publication qui fait le délit. Ouais. Et quand tu es conscient que l'acte que tu as posé est un délit potentiel, donc tu réfléchis 1000 fois avant de publier. Donc, et puis en plus, on dit source unique, source nulle. On a écrit à la ministre. Bien sûr. Elle n'a pas répondu. Ah, justement. Et pourquoi elle n'a pas répondu? Pourquoi elle n'a pas répondu? J'ai voulu profiter pour parce que les gens, ils sont dans leur chambre, ils ont mal aux pieds. Ouais. Ils se lèvent. Non, que normalement, c'est la peine de dénoncer ça. La presse doit dire, normalement, ça vous devez. Attends, on n'est pas là, c'est pas une fête de chou, on écrit tout ou rien pour faire plaisir à qui que ce soit. Il y a des gens qui viennent ici avec des informations, on les renvoie. On dit, mais ça ne rentre pas dans le journal. Donc, vous devez de retenue, d'innovation avant de prendre quelque chose. Ouais. Il faut que les gens le comprennent comme tel. Merci messieurs. Nous avons largement dépassé le temps. Je crois que nous allons nous arrêter ici pour cette émission numéro 78. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je ne vais plus vous demander le mot de la fin. Vous avez déjà dit le mot de la fin. Merci aux caméramans. Non, je réitère le mot de la fin. Non, je réitère le mot de la fin. Non, j'ai un mot pour la fin. Okay. Toujours pour inviter nos internautes, ceux qui nous suivent, à s'abonner aux journaux L'Alternative, Fraternité, Liberté. Tous les journaux, il y a des sites internet aujourd'hui. Vous allez, il y a perspective.com, il y a joclick.com. Vous vous abonnez à ces journaux pour avoir la primeur de nos parutions. J'ai vu aussi, de temps en temps, je regarde un peu l'autre journal, je regarde les commentaires. J'ai vu des gens qui se sont plaints en disant oui, qu'on ne publie pas vite les partis. Nous faisons de notre mieux. C'est pas évident les conditions dans lesquelles nous enregistrons. La dernière fois, quelqu'un a fait un commentaire qui m'a fait tellement sourire. Il dit mais il y a un coq là qui chantait quelque part de dire au coq, de saluer le coq. Donc il y a de ces interférences, de ces choses là. Ça prouve les conditions dans lesquelles on enregistre ici et ça fait votre bonheur. Nous on se bat pour que l'information arrive à temps réel. Mais on est confronté à un problème de connexion dans le pays. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Parfois, on lance une émission, jusque tard dans la nuit, la connexion tombe, et puis
le lancement est bousillé. Il faut reprendre le lendemain. Et il faut reprendre le lendemain. Et puis après, il y a des jours où il n'y a même pas de connexion. Vous avez la connexion, mais elle n'existe pas. Vous payez la connexion, elle n'existe pas. Il faut attendre le bon moment pour lancer l'émission, pour que l'émission puisse arriver sur la page YouTube. Donc, excusez-nous de tous ces désagréments. Ça rime avec les conditions dans lesquelles nous travaillons. Nous faisons de notre mieux. C'est vrai que nous savons que vous êtes impatients. Quand vous suivez la première partie, vous attendez immédiatement la deuxième et la troisième en même temps. Mais bon, excusez-nous, voilà les conditions dans lesquelles nous travaillons. Le Togo, ce n'est pas... Sinon la Donc, patienter, et quand une partie arrive, la seconde vient, et puis il y a la troisième partie qui sort après. Et tout ça, il faut remercier les techniciens, parce que quand nous enregistrons après, on traite les éléments, on les met à disposition, et c'est Isidore après qui les met en ligne tant qu'il a une bonne connexion. Donc voilà comment on travaille. Ça prend un peu du temps, excusez-nous quand même, mais on fait de notre mieux pour que vous soyez servis en temps réel. Et c'est de la même manière que nous faisons aussi dans les invitations. On essaie d'inviter au maximum des confrères pour nous aussi parfois, Joël et moi, souffler un peu, parce que à passer 3 heures de temps à enregistrer l'émission, alors que nous, on vient de boucler l'alternative. Souvent les lundis, on boucle d'abord, on enregistre en plus l'émission, c'est fatigant. Et parfois, quand on est un peu fatigué, on invite d'autres confrères. Parce que j'ai remarqué que quand nous ne sommes pas là, on dit, oh, les gens qu'on a invités là, c'est pas ça. Non, il faudrait que nous sachions que, bon, nous faisons le maximum pour inviter les confrères pour que cette émission ne s'arrête pas, qu'on l'anime régulièrement pour vous informer. L'essentiel, c'est qu'on vous apporte les informations du pays, les bonnes informations. C'est tout. Quels que soient les invités, ceux qui animent, c'est le plus important, c'est qu'on apporte les bonnes informations. Nous vous disons encore une fois merci. Merci pour votre patience. Merci pour nous suivre régulièrement, accepter aussi nos caprices. Et sachez que, bon, voilà, nous ne faisons que notre travail avec nos faiblesses et nos forces. Donc, merci à vous tous et puis bon week-end pour ceux qui vont suivre cette émission. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Il faut le dire aussi, hein, tous ceux qui veulent nous soutenir avec les matériels. Oui, je n'ai pas l'habitude de demander. Bon, je suis souvent réservé par rapport à ça. Parce que, bon, vous savez, les Togolais, c'est parfois un peu compliqué. Et les gens doivent savoir qu'une émission comme celle-ci, c'est des charges en termes d'électricité, de connexion, de tout ce que vous pouvez imaginer. Les caméras, il faut louer, il faut faire tout ça. C'est une initiative qu'on a lancée. Et bon, volontiers, si les gens veulent nous aider, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a quelques amis qui nous ont déjà envoyé des micros, cravates et tout et tout. Nous sommes en train de travailler pour faire un très bon studio ici. Et il arrivera un moment où on fera des directs. C'est-à-dire qu'on va aménager tout là où on enregistre aujourd'hui. On fera des directs avec une bonne connexion et tout le monde peut nous suivre là où il se trouve. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent nous accompagner, merci. Merci de le faire et voilà. Merci beaucoup, aux techniciens. Merci à Marc Azangba, chef technicien. Merci à Ari Bassakon. Merci à la consoeur qui nous a assisté aussi, Alice Lawson. Merci aux 2 stagiaires, Jeff et Denis à Beauflan. Merci à vous tous et à la prochaine.